Studio Minuit présente les 5 premières minutes. Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Robinson Crusoe est un roman d'aventure anglais de Daniel Defoe, publié en 1719. L'histoire s'inspire très librement de la vie d'Alexander Selkirk. Écrit à la première personne, l'intrigue principale du roman se déroule sur une île déserte où Robinson, après avoir fait naufrage, vécut pendant 28 ans. Durant son séjour, il fit connaissance d'un sauvage qu'il nomma Vendredi. Les deux compagnons vécurent ensemble pendant plusieurs années avant de pouvoir quitter l'île. La tempête. J'avais bien dormi pendant la nuit. Je ne ressentais plus de nausées. J'étais vraiment dispos et je contemplais, émerveillé, l'océan qui, la veille, avait été si courroucé et si terrible, et qui, si peu de temps après, se montrait si calme et si agréable. Alors, de peur que mes bonnes résolutions ne se soutinssent, mon compagnon, qui m'avait en vérité débauché, vint à moi. « Eh bien, Bob, me dit-il en me frappant sur l'épaule, comment ça va-t-il ? Je gage que tu as été effrayé la nuit dernière quand il ventait. Ce n'était pourtant qu'un plein bonnet de vent. » Vous n'appelez cela qu'un plein bonnet de vent ? C'était une horrible tourmente. Une tourmente ? Tu es fou ! Tu appelles cela une tourmente ? Vraiment, ce n'était rien du tout. Donne-nous un bon vaisseau et une belle dérive. Nous nous moquerons bien d'une pareille rafale. Tu n'es qu'un marin d'eau douce, Bob. Viens, que nous fassions un bol de punch et que nous oublions tout cela. Vois quel temps charmant il fait à cette heure. Enfin, pour abréger cette triste portion de mon histoire, nous suivîmes le vieux train des gens de mer. On fit du punch, je m'enivrai, et dans une nuit de débauche, je noyai toute ma repentance, toutes mes réflexions sur ma conduite passée et toutes mes résolutions pour l'avenir. De même que l'océan avait rasséréné sa surface et était rentré dans le repos après la tempête abattue, de même, après le trouble de mes pensées évanouies, après la perte de mes craintes et de mes appréhensions, le courant de mes désirs habituels revint, et j'oubliai entièrement les promesses et les vœux que j'avais faits en ma détresse. Pourtant, à la vérité, comme il arrive ordinairement en pareil cas, quelques intervalles de réflexion et de bons sentiments reparaissaient encore. Mais je les chassais, et je m'en guérissais comme d'une maladie, en m'adonnant et à la boisson et à l'équipage. Bientôt, j'eus surmonté le retour de ces accès. C'est ainsi que je les appelais. Et en 5 ou 6 jours, j'obtins sur ma conscience une victoire aussi complète qu'un jeune libertin résolu à étouffer ses remords le pouvait désirer. Mais il m'était réservé de subir encore une épreuve. La Providence, suivant sa loi ordinaire, avait résolu de me laisser entièrement sans excuse. Puisque je ne voulais pas reconnaître ceci pour une délivrance, la prochaine devrait être telle que le plus mauvais bandit d'entre nous confesserait tout à la fois le danger et la miséricorde. Le 6e jour de notre traversée, nous entrâmes dans la rade d'Yarmouth. Le vent ayant été contraire et le temps calme, nous n'avions fait que peu de chemin depuis la tempête. Là, nous fûmes obligés de jeter l'ancre, et le vent continuait d'être contraire, c'est-à-dire de souffler sud-ouest. Nous y demeurâmes 7 ou 8 jours, durant lesquels beaucoup de vaisseaux de Newcastle vinrent mouiller dans la même rade, refuge commun des bâtiments qui attendent un vent favorable pour gagner la Tamise. Nous eussions, toutefois, relâché moins longtemps et nous eussions dû, à la faveur de la marée, remonter la rivière, si le vent n'eût été trop fort, et si, au 4e ou 5e jour de notre station, il n'eût pas soufflé violemment. Cependant, comme la rade était réputée et aussi bonne qu'un port, comme le mouillage était bon, et l'appareil de notre ancre extrêmement solide, nos gens étaient insouciants, et sans la moindre appréhension du danger, ils passaient le temps dans le repos et dans la joie, comme il est d'usage sur mer. Mais le 8e jour au matin, le vent força. Nous mîmes tous la main à l'œuvre. Nous calâmes nos mâts de hune et tînmes toutes choses closes et serrées pour donner au vaisseau des mouvements aussi doux que possible. Vers midi, la mer devint très grosse. Notre château de proue plongeait. Nous embarquâmes plusieurs vagues, et il nous sembla 1 ou 2 fois que notre ancre labourait le fond.
Sur ce, le capitaine fit jeter l'ancre d'espérance, de sorte que nous chassâmes sur 2 après avoir filé nos câbles jusqu'au bout. Déjà, une terrible tempête mugissait, et je commençais à voir la stupéfaction et la terreur sur le visage des matelots eux-mêmes. Quoique veillant sans relâche à la conservation du vaisseau, comme il entrait ou sortait de sa cabine et passait près de moi, j'entendis plusieurs fois le capitaine proférer tout bas ces paroles et d'autres semblables. « Seigneur, ayez pitié de nous. Nous sommes tous perdus. Nous sommes tous morts. » Durant ces premières confusions, j'étais stupide, étendu dans ma cabine, au logement des matelots, et je ne saurais décrire l'état de mon esprit. Je pouvais difficilement rentrer dans mon premier repentir, que j'avais si manifestement foulé aux pieds, et contre lequel je m'étais endurci. Je pensais que les affres de la mort étaient passées, et que cet orage ne serait rien, comme le premier. Mais quand, près de moi, comme je le disais tantôt, le capitaine lui-même s'écria « Nous sommes tous perdus !» Je fus horriblement effrayé. Je sortis de ma cabine et je regardai dehors. Jamais spectacle aussi terrible m'avait frappé mes yeux. L'océan s'élevait comme des montagnes, et à chaque instant fondait contre nous. Quand je pouvais promener un regard aux alentours, je ne voyais que détresse. 2 bâtiments pesamment chargés qui mouillaient non loin de nous avaient coupé leurs mâts épiés. Et nos gens s'écrièrent qu'un navire ancré à 1 mille de nous venait de s'enseire sur ses amarres. 2 autres vaisseaux, arrachés à leurs ancres, hors de la rade, allaient au large, à tout hasard, sans voile ni mâture, courant vent arrière avec leurs civadières seulement. Vers le soir, le second et le bosseman supplièrent le capitaine, qui s'y opposa fortement, de laisser couper le mât de misaine. Mais le bosseman, lui ayant protesté que, s'il ne le faisait pas, le bâtiment coulerait à fond, il y consentit. Quand le mât d'avant fut abattu, le grand mât, ébranlé, secouait si violemment le navire qu'ils furent obligés de le couper aussi et de faire pont ras. Chacun peut juger dans quel état je devais être, moi, jeune marin, que précédemment si peu de choses avaient jeté en si grand effroi, mais autant que je ne pus me rappeler de si loin les pensées qui me préoccupaient alors, j'avais 10 fois plus que la mort en horreur d'esprit, mon mépris de mes premiers remords et mon remords aux premières résolutions que j'avais prises si méchamment. Studio Minuit vous a présenté les 5 premières minutes. Vous avez aimé notre podcast ? N'hésitez pas à le noter et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.